de Doha qui concerne la souveraineté intérieure. Non, C'est un volet, oui. Vous mettez beaucoup sur les Doha. Non, c'est un volet des rebelles, c'est-à-dire des gens qui ont pris les armes et qui ne respectent pas l'autorité établie. Ils ont pris les armes. Mais on va résoudre leurs problèmes, si pas par les armes, par les accords internationaux. Mais nous qui n'avons pas pris les armes, pourquoi nous pensons que nous devons faire un dialogue pour organiser les pays à aller aux élections? Pourquoi? C'est là encore une fois. Vous parlez de... Je vois que... Non, donc il faut faire la part, il faut parce qu'on voit pas, nous avons le Congo agressé et nous avons un arrangement interne. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est quoi? Bon, on est parti à Doha pour la recherche de la solution. Oui, mais aujourd'hui, est-ce on y est. Mais là, on parle plus des affaires que de la paix. On parle... J'ai comme l'impression, on a confié la médiation aux affairistes, que ce soit les Américains ou les Qataris. Mais ce qui les préoccupe le plus, et c'est légitime parce que les États sont des monstres froids. Il n'y a pas d'amis ou d'ennemis éternels. Ce sont les intérêts. Voilà, vous êtes allé, vous vous êtes disputé avec votre femme, vous allez chez quelqu'un pour qu'il puisse trouver une solution, mais lui, il vient pour les questions de 21 milliards ou 15 milliards. Non, je crois, est-ce que Washington, c'était pour les investissements? Ou Doha, c'était pour les investissements? Bon, il pourrait, la tuerie des Congolais, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, et moi je me pose la question, les investissements ont un caractère long-termiste. Dans un pays trouble, dans un pays, à moins qu'il soit des pêcheurs en eau trouble, comment vous pouvez investir, engloutir autant de moyens dans un pays où il y a la guerre? Commençons d'abord par obtenir la paix. Mais ils sont en train de forcer la paix. Moi je pense c'est une manière de penser. Non, et plus ils se préoccupent par leurs propres intérêts, les investissements. Or, pour bien investir, mais ils viennent dans un Congo déjà sécurisé. C'est là où ils viennent discuter. Est-ce que le Congo est sécurisé? Ce qui préoccupe aujourd'hui, est-ce que ce sont les investissements ou c'est de la paix? Moi, je pense qu'entre les deux, il faut que l'un vienne, soit en amont. En amont, c'est la paix. Parlons d'abord de la paix. Dès que la paix sera réellement restaurée, et maintenant, deuxième volet. Parce que comment on va négocier 21 milliards de dollars sous la guerre, sous les bottes de l'ennemi? Oui, ce sont des intentions. Les Qataris, là, ne l'oublions pas, ils ont beaucoup investi au Rwanda. C'est lui qui nous agresse. Mais ce n'est pas 21 milliards là-bas qui vont investir. Non. Donc, ça suffit. On a les objectifs, mais il y a aussi d'abord la paix. Aujourd'hui, faisons les choses qui racontent l'assentiment du grand nombre de Congolais. Pour le moment, ce qui préoccupe les Congolais d'abord, c'est la paix. La paix. Quand on aura trouvé la paix, maintenant on pourra voir, parce que jusqu'ici personne ne connaît les tenants et les aboutissants. On nous balance seulement 21 milliards. Non, pas de problème. Mais quelles sont les clauses? Est-ce que ça ne sera pas comme... Non, on y arrivera. Maintenant, la paix, qui va nous amener la paix maintenant? D'abord nous-mêmes. La paix ne s'obtient pas par les concours des étrangers. Non, pas de problème. L'apport des étrangers n'est que supplétif. Mais le substantiel, c'est entre nous. Mais pourquoi vous refusez que nous asseyons autour d'une table pour discuter Congo? Ainsi, s'il y aura un apport supplétif, ça sera le bienvenu. Mais nous-mêmes, déjà, parlons-nous entre nous. Si nous quittons Kinshasa, par exemple, nous nous retrouvons à Brazzaville, au Centrafrique, nous appelons Nanga et son équipe de rebelles, nous discutons, la guerre là prend fin, la paix revient. Non, parce que... Bon, est-ce que les Rwandais qui sont là vont venir... Pourquoi on se bat? Parce que les Rwandais sont là-bas, il faut nous faire la guerre. Pourquoi on se bat? C'est parce qu'on ne s'accorde pas. Mais quand on se met autour d'une table, c'est pour trouver d'abord... Je vous ai dit que le premier élément, c'est la cessation des hostilités. Mais tu vas faire cesser les hostilités. Si nous déclarons dans une réunion interne... C'est vrai, il y a Rwanda. Il y a le Rwanda, et la RDC. Mais... ceux qui sont sur le terrain, c'est lui qu'on présente comme les chefs. Mais nous savons que ce sont des marionnettes. Nanga, ce sont des marionnettes, mais qui causent préjudice à la nation parce qu'ils sont... Alors, étant responsable, parce que vous avez un enfant qui est par des comportements troubles, prend quelque chose de précieux, et vous allez l'attaquer, vous allez chercher à arracher ça. Mais il n'est pas l'arracher de force. Faire de la diplomatie pour l'amener à la raison afin de préserver quelque chose de précieux de la famille. Et quelque chose de précieux aujourd'hui, c'est la patrie. Mais si Nanga et ses amis se jouent avec la patrie, mais les meilleures affaires, c'est quoi? On a tenté de l'arracher de force. On n'a pas pu. Mais on peut l'obtenir par le dialogue. Donc, si vous envoyez les prêtres
il parle en Nanga. Nanga s'est converti, il devient congolais. Il déclare la fin avec les Rwandais. Il déclare la fin de la guerre avec les Rwandais qui l'ont soutenu. Pourquoi sommes-nous non, si... Alors, il y a un pays qui nous agresse avec ses militaires chez nous. Maintenant, il y a des Congolais. Comment sommes-nous si amnésiques? Les passés récents. Oui, nous avons eu les Roubaix ici. Ah, mais est-ce qu'il n'était pas soutenu par les Rwandais? Bon, est-ce que la paix est revenue? Il y avait MLC, tout ça. Oui, mais les 30 ans de guerre là viennent. C'est ce que j'ai dit. Oui. Mais il y a eu quand même une accalmie. Alors maintenant, nous voulons quoi? Pourquoi il y a eu accalmie? Nous voulons la calmer. Pourquoi aujourd'hui il y a eu une constitution? C'est parce qu'on s'est parlé. Oui. Vous croyez dans la guerre, on avait des républicains dans ce pays. Ne l'oublions pas. On avait un cadre. Nous venons. On avait un cadre. On avait une balkanisation des faits. Oui. Il ne restait que cela soit institutionnalisé. Mais on a sauvé ça à cause de la vertu du dialogue. Maintenant, les mêmes acteurs reviennent en changeant. Un instant, professeur. Oui. On va revenir avec l'histoire. Nous avons eu les MLC, RCD, c'était la balkanisation, et Joseph. Si Joseph, qui était le président, n'avait pas accepté Santiti, est-ce qu'on serait revenu à la guerre? On serait arrivé à cette accalmie provisoire. C'est que vous me donnez la voie de solution. Non, c'est-à-dire qu'il faut que le président, en fonction, accepte. C'est ça que nous... Alors, mais quand je parle des forces vives de la nation, on n'exclut pas le président de la République. Joseph Kabila a accepté de s'humilier et il a demandé à Roubaix-Roy, a demandé à Jean-Pierre Bemba et Nyamwisi, on se retrouve pour la patrie. Et Tshisekedi dit, c'est moi qui vais convoquer. Parce que qui avait endossé des ressources? C'était Joseph, non? Maintenant, même si nous discutons là avec les catholiques, qui va endosser des ressources? Non, les débats aujourd'hui, c'est la paix. Convocation. Non, les débats aujourd'hui. Non, est-ce que les débats, c'est par rapport à la tenue ou par rapport à la convocation? Les débats, c'est la paix. Or, nous avons parmi nous des belligérants connus. Alors, comme ils étaient aussi connus. Oui, mais maintenant, il y a le président qui a accepté et ils sont venus et ils sont partis. Mais la preuve, c'est qu'ils n'étaient pas certains, ils sont revenus. Est-ce que aujourd'hui le roi n'en est pas à l'est de la République? C'est que peut-être on n'a pas bien négocié. C'est-à-dire les erreurs du passé. Il faut maintenant c'est ce que j'ai dit. Il faut maintenant remettre. Ce n'est pas parce qu'on a négocié que ça n'a pas abouti qu'on doit arrêter de négocier. Non, on n'a pas de... Maintenant il faut trouver. Parce qu'on a dialogué. Il faut trouver maintenant. Les avantages que nous avons aujourd'hui, c'est de dialoguer. on peut voir les limites, les erreurs du dialogue précédent et pour simple d'améliorer, pour baliser de manière à ce que ces gens-là, les belligérants, les gens qui ont cette culture de belligérance, ne reviennent plus encore à la charge pour... Mais c'est pourquoi nous avons dit Washington et Doha. Là où on traite des affaires. Ce sont des affaires. Là, on traite l'invasion du Congo. Malheureusement, on traite... Parce que tous ces gens-là, ce sont les commanditaires. Non, mon frère. Maintenant, nous savons que derrière Rwanda, c'était les États-Unis. Alors maintenant, nous discutons avec les États-Unis. Venez chez nous. Nous discutons affaires. Au lieu de négocier. Non, ce sont eux qui sont venus. Non. Ce n'est pas nous qui les avons appelés. Non, mais ce sont eux qui sont venus que nous voulons discuter affaires. Alors, maintenant, il faut leur dire, nous voulons bien que vous discutiez affaires. Commençons d'abord à résoudre. Oui, mais pourquoi on est allé à Washington? On cherche la paix. Pourquoi on est allé à Doha? Chercher la paix. Et maintenant, dès qu'on cherche la paix, nous prenons à l'intérieur. Dès qu'on cherche la paix, dès que nous trouvons la paix, nous revenons. Parce qu'à l'interne ici, il n'y a personne qui a pris les armes. Tout le monde reconnaît l'autorité de l'État. Et nous allons nous retrouver s'il y a des malentendus. Tu crois que les gens de Goma reconnaissent l'autorité de l'État? Non, est-ce que les gens de Goma, où est-ce qu'ils sont? Ils sont si aujourd'hui le Rwanda s'est retiré sur la pulsion internationale. Non, avec des hypothèses, on peut construire. Quel est le problème? C'est que nous devons avoir, nous devons être pratiques. Qui doit faire quelque chose pour que la paix revienne? C'est le gouvernement, ce ne sont pas les individus. Pas seul, c'est une partie des forces vives. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement que le gouvernement. Il y a le gouvernement, il y a la société civile. Mais pourquoi vous avez toujours croyé qui va impliquer le pays, c'est seulement le gouvernement? Le pays, c'est tous ces acteurs, même vous et moi. Nous avons un représentant. Ces représentants-là sont des gérants. Oui. Alors, si nous... Pendant les gérants, ils doivent faire le problème. Donc, pendant que nous avons des gérants, comment vous voulez ne pas les reconnaître? Donc, donner au gérant sa responsabilité et nous allons lui demander des comptes. Vous ne trouvez pas que ce soit normal? Nous avons un gérant, vous dites non, toi, c'est moi qui gère la maison. Vous avez mis votre maison en location. Il y a un bailleur, vous êtes bailleur, il est locataire. Mais si à la vitre qui s'est demandez au locataire. Non, mais donc la République, c'est nous tous. Soyons réalistes. Oui. S'ils ne les reconnaissent pas, mais ils sont avec qui à Doha? Non, j'ai dit. La République. Non, le fait de discuter avec quelqu'un, c'est une reconnaissance tacite. Bon, mais ça signifie quoi? Est-ce que
les catholiques peuvent aller à Doha discuter là-bas avec les rebelles et trouver solution. Est-ce que les catholiques, donc vous avez parlé, les protestants... Non, j'ai dit ceci. Non, j'ai dit... Non, ça tous ceux qui prennent les initiatives de dialogue, est-ce qu'ils peuvent aller mettre la fin à la guerre? Parce que nous voulons d'abord la paix, que les gérants et les militaires quittent. Est-ce qu'ils peuvent mettre fin à ça? Non, ce n'est pas... Non, non c'est ça le la fin est postérieure au dialogue. Oui. La fin de la guerre est postérieure. Non. Ce n'est pas parce que quand nous disons dialogue aujourd'hui, non, c'est les dialogues restent une permanence. Oui, le dialogue dont je parle, c'est le dialogue entre les forces vives de la nation. C'est quand on se retrouve autour d'une table, premier point à l'ordre du jour, cessation des hostilités. Oui. Deuxième point à l'ordre du jour, on voit quelles sont les revendications des uns et des autres. Pourquoi vous avez pris les armes? Pourquoi vous ne vous êtes pas comporté comme les opposants au sens noble du terme, qui combattent par rapport aux idées et tout ça? Et troisième, des responsabilités. Et c'est pourquoi, même en Afrique du Sud, réconciliation et tout ça. Et la réconciliation n'occulte pas la responsabilité des... Est-ce qu'aujourd'hui notre armée n'est pas sous le régime de cessez-le-feu? Nous avons commencé avec Nairobi et Luanda. L'armée est sous le régime de cessez-le-feu. Qui l'a mis sous le cessez-le-feu? Ce sont les accords. Il n'y a que les rebelles qui ne respectent pas le cessez-le-feu. Parce que notre armée, jusqu'aujourd'hui, est sous cessez-le-feu. Il n'y a que les Ouazalendo qui se battent. Qui les a mis sous cessez-le-feu? Parce que notre armée est déjà sous cessez-le-feu. Et pourquoi les rebelles ne se mettent pas sous cessez-le-feu? Mais le cessez-le-feu ne doit pas être unilatéral. Oui, mais exactement. Mais pourquoi? Ça doit être un cessez-le-feu. Pourquoi les autres ne respectent pas? Pourquoi les Belgiens ne respectent pas le cessez-le-feu? Mais déjà, quand ils prennent les armes, ce sont des gens qui ne sont pas prêts à respecter. Mais nous avons déjà négocié au Rwanda. Non, quand on négocie, il faut obtenir. Est-ce qu'on a reçu... Maintenant, nous sommes allés... Si on a obtenu à Rwanda, mais pourquoi il y a d'autres initiatives? Non, maintenant, nous sommes allés à Rwanda. Washington, on a mis... C'est parce que ce qu'on a pu obtenir n'est pas arrivé, n'est pas complet. Parce qu'on avait dit, le Rwandais refusait qu'il n'avait pas une présence militaire chez nous. 4000 militaires, c'est déjà une armée. Donc, ils ont refusé de reconnaître ça, mais ils ont reconnu ça à Washington. Parce que ce sont ceux qui l'ont envoyé. Moi, je ne suis pas opposé. Donc, ça suffit. Maintenant, nous devons maintenant trouver un processus de dialogue qui mette fin à tout. N'embrouillons pas les auditeurs. Je ne suis pas opposé aux initiatives qui sont prises ailleurs. Que ce soit à Washington, que ce soit à Doha. Mais je note par ailleurs, parce que moi je suis quand même, vous m'avez présenté comme un analyste, et ça doit être d'abord ici. J'ai comme l'impression que le cahier de charges a quelque peu changé. On parle beaucoup plus des investissements que de la paix. Alors qu'on aurait d'abord vidé la question de la paix, la belligérance, et ensuite discuter des affaires. Parce que les affaires, c'est bon, nous avons besoin. Il faut qu'on vraiment analyse de très près. Parce que quand on signe sous occupation, on peut signer des contrats toujours léonais qui, demain, nous risquons de déchanter. C'est pourquoi moi je pense, privilégions d'abord et surtout la paix. Et les dialogues après. Les investissements, après. Ils doivent associer les experts. Il n'est pas dit que quand on est au gouvernement, qu'on connaît toutes les clauses et tout ça. Non, on peut maintenant que les experts, mais aussi que la représentation nationale viennent, comprennent les tenants et les aboutissants, de manière à ce que quand on aura réellement conclu ces contrats des investissements importants, que ce ne soit pas que non, il y a un aspect de choses qui n'a pas été tenu compte, comme dans le cas des contrats chinois. Voilà ce que, parce que nous allons commettre des erreurs, que ce soit de nouvelles erreurs. On ne peut pas répéter tout le temps les mêmes erreurs. Voilà l'essence de la lucidité, d'analyse des questions. Arrêtons l'émotionnel, privilégions par moments les rationnels. Mais malheureusement... Donc, terminons d'abord la guerre et puis les affaires après. Donc, et le dialogue pourra être entre les deux. Le dialogue, pendant ce temps, le dialogue peut commencer à tourner. Oui, c'est-à-dire, quand il dialogue là-bas, c'est un dialogue. Mais le dialogue, ça ne doit pas être seulement un dialogue de belligérants. Mais aussi le dialogue. Avec, ça, vous mettez seulement les belligérants. Quel est le problème? Non, pas ici, quel est le problème pour lesquels on va dialoguer à l'interne? Non, il y a la question même de la gouvernance. Vous êtes satisfait de la gouvernance actuelle? Est-ce que vous êtes satisfait de respect des droits humains dans notre pays? Est-ce que vous êtes satisfait? On a été aux élections. Et les élections, la manière dont elles se sont déroulées, c'était des élections à la régulière. Il y a beaucoup de questions à résoudre en interne. Parce que ça ne va pas se limiter seulement à la cessation quand on a fini la guerre. Mais la corruption, il faut revenir. C'est un cancer.
Mais ça, on ne peut pas. Mais ça, c'est la gouvernance. Ça, c'est la gouvernance, la responsabilité et la conscience des dirigeants. Mais il faut les interpeller. Pourquoi on parle aujourd'hui, quand on parle de la gouvernance, ce n'est pas seulement une affaire des dirigeants. Oui, il y a aussi la société civile, il y a vous de la presse. Vous devez aider aussi à orienter les hommes politiques par vos réflexions, par vos analyses. C'est ce que nous faisons. On a besoin de l'engagement citoyen. Il faut qu'il y ait redevabilité des dirigeants. Pour qu'il y ait redevabilité des dirigeants, il faut d'abord un engagement citoyen. Qui doit demander des comptes aux dirigeants? Si le peuple congolais reste comme il est actuellement, dans l'obscurantisme, mais ceux qui sont au pouvoir, ils vont se la couler douce, et c'est toujours le peuple congolais qui sera du nord de la France. Donc c'est pourquoi la FOMENI qui est là pour réveiller les consciences, pour que les peuples comprennent que c'est lui le détenteur réellement du pouvoir. Mais il le délègue par les voies des urnes aux représentants qui ne sont que des simples mandataires. À tout moment, on peut récupérer ça par des voies des urnes. C'est pourquoi moi je suis opposé à la récupération du pouvoir par la force. La récupération du pouvoir doit être celui qui est là, c'est son deuxième et dernier mandat. Donc il n'est pas dit que quand on va au dialogue, il doit quitter le pouvoir. Non, ce n'est pas ça. Ne discutons pas de... Là, on met la charie avant les bœufs. Qui dit de ça? Pourquoi les gens redoutent le dialogue? Mais parce qu'on a toujours dialogué. Dialoguons. Et je crois qu'on aura... Pourquoi on dialogue? C'est parce que la guerre a montré ses limites. Ni les rebelles, ni les agresseurs, ni les tenants du pouvoir, personne n'a réussi à avoir les décis sur l'autre. Donc, mais dans l'entretemps, qui paie les prix? Les tribus les plus lourds, c'est le peuple congolais. Parce que quand il y a guerre, il y a destruction des hommes, destruction de l'environnement, destruction des industries, et il y aura la pauvreté grandissante. On n'en parle pas. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a au moins près de 10 millions de Congolais qui errent, ce sont des déplacés de guerre. Ça, c'est un drame humanitaire. Ajoutez à cela, 27 millions de Congolais souffrent de l'insécurité alimentaire. Ça, c'est quelque chose qui doit nous intéresser. Et pourtant, nous avons 80 millions hectares de terres arabes et 40 millions d'hectares de terres irrigables. C'est quand même un atout majeur qui peut, comme une Belge avait mené une étude pour démontrer que le potentiel agricole est capable de nourrir le tiers de l'humanité. Et imaginez-vous, rien que par l'agriculture, ce que ça peut rapporter comme des ressources financières. Parce que tant qu'on n'aura pas l'économie en industrie, c'est l'économie qui soutient tout le reste. La guerre est là, c'est parfois des frustrations. Tous ces jeunes-là qui sont enrôlés dans les rébellions, ce sont des désœuvrés, je l'ai dit. C'est-à-dire, or, quand on donne maintenant du travail, qui est cette jeunesse ouvrière qui va abandonner son travail pour aller faire la guerre, pour se ranger? Au moins, il y aura des jeunes qui vont se ranger sous les drapeaux de manière républicaine dans l'armée, mais je ne verrai pas un jeune quitter la République et prendre les armes pour tirer sur la mère patrie. Ça, ce sont des frustrations. Donc, ce qui alimente la guerre dans l'Est du pays, c'est la pauvreté. Or, la bonne manière de résoudre la pauvreté, c'est, comme je l'ai dit, il faut l'entrepreneuriat, il faut occuper les jeunes. Ne les laissez pas. Ils deviennent une jeune oisive, désœuvrés, et à tout venant, qui vient les proposer les canons pour leur survie, ils se rangent. Donc, voilà, ce sont des questions énormes qui ne peuvent pas se limiter seulement entre les belligérants, les gens qui ont pris les armes. C'est une question qui concerne toutes les forces vives de la nation. Il faut associer, ce pays appartient à nous tous. Ça n'appartient pas seulement aux rebelles, encore moins aux tenants du pouvoir. C'est pour tous les peuples congolais, c'est une œuvre collective. Et donc, il n'est pas question que ce soit une négociation seulement entre les belligérants, comme si on donnait de la prime aux belligérants et mettait un fâché précédent qui estime que la guerre, la belligérance, c'est une bonne chose et ça vous permet d'avoir des positions de survie ou des positions de pouvoir. Ok, merci professeur Nico Meyonga. Donc le dialogue, il doit rester permanent, il doit rester pour le bonheur et la gouvernance, pour la vie quotidienne de la vie. C'est un impératif catégorique. Il n'y a pas 36 solutions pour résorber définitivement la crise dans l'Est du pays. Ça ne passe que par le dialogue. Et si vous ne voulez pas le dialogue, pas de discussion, l'arbre à parler, appelez comme vous voulez, mais il faut que les Congolais se retrouvent, que toutes les forces vives de la nation se retrouvent pour réellement conjurer les démons de la belligérance et nous mettre d'accord sur la gouvernance du pays, de comment
Parce que la Bible et la Constitution le dit à son préambule. La guerre, les crises politiques récurrentes sont les résultats des crises de légitimité. Donc il faut qu'on en résolve totalement, de manière à ce que nous ayons des institutions politiques légitimes, mais aussi et surtout des hommes, des politiques institutionnelles crédibles. Parce que c'est la crédibilité qui permet à ce que les dirigeants fassent de la bonne gouvernance, parce qu'au moins ils seront les reflets de la volonté du peuple, ils seront les reflets du suffrage réellement exprimé dans les urnes, et que ceux qui seront élus sont réellement ceux qui seront proclamés et qui auront la gouvernance du pays dans une mandature de 5 ans renouvelable une seule fois. Voilà ce que voilà ce que nous voulons, parce que nous sommes devenus les donneurs de la farce, parce que nous avons des institutions bancaires. Nous avons besoin de la normalité républicaine. La normalité républicaine. Voilà ce que nous recherchons. Mais Prof Omeonga n'est pas là à la quête des postes ministériels ou quoi. Non, il est là parce qu'il est patriote, il est républicain, il est souverainiste. Et nous n'avons que ce pays. Je n'ai pas une autre nationalité à part celle-ci. Moi, au moins, je respecte la Constitution, que la nationalité congolaise est inexclusive. Mais certains d'entre nous, ils en ont 3-4 nationalités. Merci beaucoup, professeur Nico Meonga, d'avoir donné votre temps pour la République et avoir réfléchi à haute voix. Merci, c'est moi qui vous remercie, parce que c'est toujours un avantage d'avoir une tribune, surtout que la RTNC, c'est une œuvre collective, une œuvre de tous les Congolais. Il faut faire passer toutes les forces vives de la nation et toutes les tendances politiques pour que chacun, à son tour, lui donne de la voix. Ainsi, c'est dans la contradiction républicaine qu'on pourra avoir des choses durables, de bonnes choses, parce que la pensée unique a montré ses limites et nous ne voulons plus revenir à la pensée unique. Il faut que nous donnions la parole à tout le monde, surtout dans les médias publics qui ne sont pas l'œuvre d'un individu, mais l'œuvre de l'ensemble des Congolais. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie.